Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les fanophiles. Je m'appelle Amine. Je suis étudiant au niveau de la faculté de médecine de Mossaganem. Et on va parler aujourd'hui de l'anatomie. Et comme l'habitude, on commence toujours par un proverbe qui dit Anatomie, I hate you because I still love you. Qui dit pas moi. C'est ça. Donc, on va parler aujourd'hui de l'histologie des membres inférieurs. Donc, on va parler d'overview sur les histologies de membres inférieurs. On va commencer par les os coxales. On va commencer par l'os coxal. Puis après, on va parler de la fémur, et de la patella, et les tibias et fibula, et l'ostéologie du pied. On commence par l'os coxal. L'os coxal, comme vous regardez, c'est un os qui est constitué par l'autre os coxal et le sacrum, la ceinture pelvienne. La ceinture pelvienne, c'est l'os coxal plus le sacrum et l'os coxal contralatéral. Ici, pour l'orientation, toujours le foramen obturé en bas, l'acétabulum en dehors et la crête en haut. Et le grand échancrure en arrière. Le grand échancrure en arrière, l'acétabulum en dehors et le foramen obturé en bas. C'est ça pour orienter un os coxal. Elle a une forme presque hélicoïdale, c'est pas hélicoïdale mais pseudo-hélicoïdale, constituée par la fusion de trois pièces osseuses, le pubis et l'ischion et l'ilion. Qui vont ici en forme un Y, qui vont fusionner chez l'adulte en forme un Y au niveau de l'acétabulum. On décrit deux faces et quatre bords, quatre bords et deux faces. La face ici, c'est la face externe, et ce qu'on appelle exopelvien, c'est la face externe, et la face interne, ce qu'on appelle la face endopelvien. On va commencer par la face exopelvien. La face exopelvien contient ici il est bien visible une crête, ce qu'on appelle la crête iliaque. Leur but, c'est de l'orientation. Le sommet de crête iliaque à peu près, c'est au niveau de L4, L5. C'est un ovu de repère. Elle est palpable, elle est sous la peau. L'épine iliaque antéro-supérieure aussi, l'épine iliaque antéro-inférieure, l'épine iliaque antéro-supérieure, l'épine iliaque ici postéro-inférieure, l'épine iliaque postéro-supérieure, l'épine iliaque postéro-inférieure. Ce sont les quatre épines. Généralement, ces épines qui donnent de l'insertion musculaire et tendineux. Ici, on a en arrière, on a le grand échancrure sciatique, qui est lieu de passage de muscles de périforme qui donne une fente suprapériforme et une fente infrapériforme. Ici, on a un autre épine, ce qu'on appelle l'épine sciatique. Ici, le petit inciseur sciatique. Et l'inciseur ici, c'est l'inciseur interépineux. Ça dans la ligne postérieure. En bas, on a une grande tuberosité, ce qu'on appelle la thyrobirosité sciatique, un relief osseux très mousseux, très épais. Cette crête, cette tuberosité sciatique, c'est grâce à elle on est s'asseoir, grâce à cette tuberosité sciatique. Et tout le monde sait que en Algérie, on s'assoira trop lorsque dans la mairie, dans la pause, dans les banques, on s'assoit trop sur cette tuberosité sciatique. Elle travaille beaucoup, surtout chez nous, les Algériens. L'ischion et le pubis va délimiter un trou, ce qu'on appelle le trou obturateur. Le trou obturateur, pourquoi obturateur? Parce qu'il est obturé par une membrane obturatrice et donne la naissance de muscles obturateurs, l'une interne et l'autre externe. Ici, on a la cavité acétabulum. Acétabulum en latin, acétate, acide, acétique, c'est
c'est le vaincre, c'est-à-dire al-khal, donc acétabulum. C'est ça l'acétabulum, parce qu'elle ressemble à une siette qui donne l'acétate, donc le vaincre dans le grec, je pense. L'acétabulum, elle a composé de deux choses, une surface semi-lunaire cartilagineuse et une fossette ici qui ne contient pas de cartilage et qui donne l'insertion d'un ligament, ce qu'on appelle ligament rond. Cet ligament rond contient une artère nourricière pour la tête fémorale. Donc la tête fémorale qui vient ici. Donc cette cavité glunoïde regarde en avant, bien sûr, et même la tête de fumeur regarde en avant. C'est très important cette légère orientation vers l'avant pour la physiologie de la marche et la biomécanique. Ici, c'est la phase endopelvien. Donc, dans la phase endopelvien, on a une ligne très marquée, ce qu'on appelle la ligne arquée. Cette ligne arquée qui va limiter une fosse iliaque interne ici en haut et un massif osseux en bas. Cette crête arquée qui va constituer ce qu'on appelle le détroit supérieur, et la bord externe ici de l'ischion qui va constituer le détroit inférieur. Donc la ligne arquée, c'est très important parce que c'est la détroit supérieur, elle est mesurée. Si on a une petite distance, donc chez une femme de ce détroit, dans ce détroit supérieur, donc elle est nécessité de faire une césarienne. Ici on a ce qu'on appelle la surface auriculaire parce qu'elle a la forme d'une oreille pour l'insertion de muscles, pour l'insertion de l'articulation de l'ischion iliaque. Donc ici c'est la surface auriculaire. Ici c'est la fosse iliaque interne. Donc la crête iliaque et les épines, donc c'est presque la même chose. Ici on a l'ischion et la tuberosité sciatique et le grand échancrure sciatique ici. Donc la ligne arquée, c'est caractérisé de la face endopelvien. Donc ici on a le pubis et ici il s'insère le symphyse pubien. Donc, autre chose, on va terminer par la vue endopelvien. Ici c'est une surface très importante, c'est une surface fragile, ce qu'on appelle la surface quadrilatère. Elle correspond, cette surface quadrilatère, elle correspond à la cavité glénoïde, l'acétabulum. Donc elle correspond à l'acétabulum mais en dedans. Donc c'est la surface quadrilatère et dans l'endopelvien, et dans l'exopelvien on a l'acétabulum. Donc on va parler maintenant de fémur. Le fémur, c'est le plus long os de corps humain. Donc c'est le plus long, donc constitué comme tous les os longs par deux épiphyses et un diaphyse. Donc un diaphyse qui a de la forme triangulaire et triangulaire à sommet postérieur. Donc une sommet postérieur qui est constituée ici une ligne, ce qu'on appelle la ligne âpre. Cette ligne âpre qui donne l'insertion à de nombreux muscles tels que surtout les adducteurs, donc en principe. Donc la tête de fémur, elle regarde en haut. Elle regarde en dedans, donc en dedans et légèrement en avant. Cette légère orientation en avant, c'est très important pour la mécanique de fémur, donc cette orientation de la tête fémorale. Donc l'épiphyse contient la tête fémorale, le col du fémur et deux massifs osseux qu'on appelle le gros trochanter. Et ici on remarque le petit trochanter. Donc petit trochanter et grand trochanter. C'est ça l'épiphyse proximale qui est un petit rappel. La tête fémorale va être insérée
dans l'acétabulum pour constituer l'articulation coxofémorale. Ici, on a la fovea, c'est une partie qui ne contient pas de cartilage dans la tête fémorale. Elle est située dans la partie postéro-inférieure. Pour l'insertion de l'égameron qui contient une artère nourricier pour la tête fémorale. Petit rappel, on sait que la nécrose de tête fémorale qui cause toujours un problème. Petit rappel que la tête fémorale elle a une vascularisation de type terminaux. On a rare des organes qui sont doués d'une vascularisation de type terminaux. Donc le corps contient le diaphyse contient trois faces, deux bords. Donc on a trois bords, donc trois faces, trois bords. Donc on a le bord postérieur et le bord médial et bord latéral. Trois faces, une face antérieure et une face antéromédiane, postéromédiane et postéro-latérale. Ici, on a l'épiphyse distale qui contient des condyles fémoraux qui vont faire l'articulation de genou. Donc, ici, on a une saillant pour un épine pour le muscle, je pense, le grand adducteur. Donc un saillon osseux pour le grand adducteur, ce saillon osseux qui va donc donner l'orientation de ce fémur en dedans, donc il est situé en dedans ce saillon osseux. Et aussi donne une surface pour l'articulaire pour la patella. Ici on a l'articulation du genou, on a un cul du sac ici pour ponctionner le liquide synovial de la genou. Aussi cet ligament, on a oublié de dire ce ligament et même des ligaments croisés ici au niveau du genou sont des ligaments qui sont intracapsulaires, c'est-à-dire ils ont à l'intérieur du capsule mais extra-synovial. Petit rappel, il n'y a aucune ligament qui est dans l'intrasynovial. Toujours les ligaments sont extrasynoviales mais peut parfois être en intracapsulaire. Donc le patella ici qui répond à la surface patellaire, articulaire patellaire au niveau de fémur. Donc c'est comme un amortisseur et un système contre-frottement. Donc contient on sait qu'elle est asymétrique parce que on a oublié de dire que la surface articulaire latérale elle est plus grande que la surface articulaire médiale. Donc latéralement, donc elle est plus large. La surface latérale plus large que la fossette médiale. Les muscles, on est arrivé les os de la membre de la jambe. Donc on a deux principaux os, le tibia qui s'articule avec les condyles fémoraux, donc un plateau tibial qui s'articule avec les condyles fémoraux pour donner l'articulation du genou. Donc on sait que on a deux plateaux tibiaux qui vont insérer directement avec les condyles fémoraux. Donc on a un condyle concave qui est médiane et un condyle qui est convexe qui est latéral. Donc condyle convexe latéral, surface condulaire convexe latérale et concave médiane, avec une insertion ligamentaire dans les ménisques le ménisque médian. Donc le ménisque médian qui est en forme de C, donc la mnémotechnique C-N, C interne, O externe, C-N, donc C en forme de C, il est interne, et le forme en O, il est externe. Donc il est le C interne cause de problème. Donc C interne cause de problème. C pour interne
qui cause des problèmes, donc parce que elle est très fixée donc par des ligaments, etc. Et lorsqu'il est fixé, il est peu mobile et elle peut facilement arracher et luxer donc ce ménisque interne, c'est interne et cause des problèmes. Donc il faut rappeler de ça tout simplement. Donc on a l'insertion ici de muscle de droit de le quadriceps, donc par le tendon qui vient de la patella. Donc ici l'insertion du muscle de la patte doigt, ici donc c'est ça le plateau tibial. Donc la tibia c'est l'os le plus massif qui comporte, qui est résistant, qui assure tout seul la fonction toute la fonction de la jambe pour maintenir l'architecture osseuse et prend la charge. Donc toute la charge elle tombe sur la tibia parce que la fibula, anciennement la péroné, donc la fibula la fibula elle a un petit rôle dans la prison de charge, donc parce que elle est petite, elle est mince, donc elle est accessoire, surtout elle a un rôle pour des insertions musculaires. Mais la tibia elle est grosse, elle est dans l'axe, donc elle prend le charge. Donc c'est la face intérieure de la tibia. Donc la face médiale de la tibia elle est sous-cutanée, elle donne aucune insertion musculaire généralement, sauf on a des petites insertions pour des muscles de la patois. Les muscles de la patois bien sûr sont le sartorius, le caracille et le semi-tendineux. Donc ici donc c'est l'épiphyse proximale qui entre dans l'articulation du genou. Le corps il est triangulaire bien sûr, on a parlé de ça, et le diaphyse ou l'épiphyse inférieure qui on continue avec une massif osseux ici, ce qu'on appelle le malléole médian. Le malléole médian et le malléole latéral situé au niveau de la fibula. Parfois, certains auteurs ils parlent de la malléole postérieure parce que il y a ici une sorte de malléole postérieure qui est fixé, qui ne laisse pas le talus qui est de entrer très en dehors, en arrière. Donc c'est ça, donc c'est la face intérieure. Dans la face postérieure on a ici un ligne pour l'insertion de muscles musculaires, donc ici qui est caractérisé la face postérieure, et ici plusieurs sillons pour des muscles du muscle fléchisseur, donc plusieurs sillons pour ces muscles fléchisseurs des orteils et de l'avant-pied. Donc dernièrement on va parler des muscles de pied, des os du pied. Donc les os du pied, je parle trop du muscle. Donc les os du pied, on a ici on a un ensemble de 26 os. Donc on a les os de tarse et 5 métatarses et les phalanges. Donc les phalanges, les métatarses, et ici on a le tarse. Le tarse, on a dans les os de tarse, on a le tarse postérieur et le tarse intérieur. Dans les tarses postérieurs, on a deux os principaux, c'est le talus et le calcaneus. Dans le tarse antérieur, on a le naviculaire, l'icopioïde et les trois cliniformes. Et ici, on a les métatarses et les phalanges. Ici on note qu'on a seulement deux phalanges pour l'halus, c'est-à-dire le grand orteil. On a l'absence de la phalange intermédiaire, donc on a seulement la phalange proximale et la phalange distale. Donc dans le tarse postérieur, on a la particularité que le talus qui articule avec, qui contient plein de surfaces articulaires mais qui donne aucune insertion musculaire. Cette caractéristique qui est grave parce que lorsqu'il ne donne pas des insertions musculaires, donc il est moins, on sait que les insertions musculaires contiennent un petit vaisseau nourricier, et lorsqu'il n'y a pas des insertions musculaires, donc le talus elle risque de nécrose bien sûr.
Le talus repose sur dans les articulations une surface articulaire dans le calcaneus qu'on appelle la sustentaculum tali le calcaneus et les surfaces articulaires donc avec le calcaneus en bas. Donc le talus en avant il s'articule avec l'os naviculaire. Et le naviculaire c'est comme une navette, une navire. Donc dans les bateaux on a une navire, c'est comme un vélo pour un bateau qui rond avec des trois et je veux dessiner parce que pour pas il y a donc un style. Donc dans un bateau on a généralement un vélo qui contient une sorte comme ça, donc pour guider le bateau. Donc c'est comme ça, donc pour guider le bateau. Donc c'est comme ça le naviculaire elle guide donc le bateau par trois os cuniformes ici. Donc c'est ça pour rappeler que le naviculaire c'est navire et le navire c'est comme un bateau, et ce bateau qui va donner l'insertion de trois il s'articule avec trois os naviculaires, naviculaire médian, naviculaire intermédiaire et naviculaire latéraux. Le naviculaire latéraux il s'articule aussi avec le cuboïde, et le cuboïde s'articule avec l'os calcaneus en arrière et les quatrième et cinquième métatarses ici. Donc la ligne médiotarsienne c'est la ligne de Chopard. Donc Chopard commence par C, Chopard entre calcaneus et cuboïde. Donc Chopard entre le calcaneus et cuboïde, Chopard C, Chopard calcaneus cuboïde, et aussi entre le talus et le naviculaire, c'est l'interligne de Chopard. L'interligne de Lisfranc c'est entre les trois cuniformes et les cuboïdes et les métatarses. Et ici on a donc le reste de phalanges, donc qui ont rien de particularité. Donc la dernière point c'est l'axe de pied. L'axe de pied on regarde le deuxième métatarsien, parce que la deuxième métatarsien elle est le plus long et le plus grand et elle est très fixée. Donc d'ailleurs l'axe de pied elle est sous la deuxième métatarsien. Donc on est arrivé au bout. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager, et à la prochaine, Inch'Allah.